Le roman de Renard, 9e aventure, où l'on verra comment Renard conduisit son compère à la pêche aux anguilles. C'était peu de temps avant Noël, quand on pense à saler les jambons. Le ciel était parsemé d'étoiles, il faisait un grand froid, et le vivier où Renard avait conduit son compère était assez fortement pris de glace pour que l'on pût en toute sécurité former sur lui des rondes joyeuses. Il n'y avait qu'un seul trou, soigneusement entretenu chaque jour par les paysans du village, et près duquel ils avaient laissé le seau qui leur servait à puiser de l'eau. Renard indiquant du doigt le vivier. « Mon oncle, dit-il, c'est là que se tiennent en quantité les barbeaux, les tanches et les anguilles. Et précisément, voici l'engin qui sert à les prendre. » Il montrait le seau. « Il suffit de le tenir quelque temps plongé dans l'eau, plus de l'en tirer quand on sent à sa pesanteur qu'il est garni de poissons. »« Je comprends, dit Isengrin. Et pour bien faire, je crois, beau neveu, qu'il faudrait attacher l'engin à ma queue. C'est apparemment ainsi que vous faites vous-même quand vous voulez avoir une bonne pêche. » « Justement, dit Renard, c'est merveille comme vous comprenez aisément. Je vais faire ce que vous demandez. » Il serre fortement le seau à la queue d'Isengrin. « Et maintenant, vous n'avez plus qu'à vous tenir immobile pendant 1 heure ou 2, jusqu'à ce que vous sentiez les poissons arriver en foule dans l'engin. Je comprends fort bien. Pour de la patience, j'en aurai tant qu'il faudra. » Renard se place alors un peu à l'écart, sous un buisson, la tête entre les pieds, les yeux attachés sur son compère. L'autre se tient au bord du trou, la queue en partie plongée dans l'eau avec le seau qui la retient. Mais comme le froid était extrême, l'eau ne tarda pas à se figer, puis à se changer en glace autour de la queue. Le loup, qui se sent pressé, attribue le tiraillement aux poissons qui arrivent. Il se félicite, et déjà songe au profit qu'il va tirer d'une pêche miraculeuse. Il fait un mouvement, puis s'arrête encore, persuadé que plus il attendra, plus il amènera de poissons à bord. Enfin, il se décide à tirer le seau. Mais ses efforts sont inutiles. La glace a pris de la consistance, le trou est fermé, la queue est arrêtée sans qu'il lui soit possible de rompre l'obstacle. Il se démène et s'agite. Il appelle Renard. « À mon secours, beau neveu! Il y a tant de poissons que je ne puis les soulever. Viens m'aider, je suis lasse, et le jour ne doit pas tarder à venir. » Renard, qui faisait semblant de dormir, lève alors la tête. « Comment, bel oncle, vous êtes encore là? Allons, hâtez-vous, prenez vos poissons et partons. » Le jour ne peut tarder à venir. « Mais, dit Isengrin, je ne puis les remonter, il y en a tant que je n'ai pas la force de soulever l'engin. » répond Renard en riant. « Je vois ce que c'est, mais à qui la faute? Vous en avez voulu trop prendre et le vilain a raison de le dire. Qui tout désire, tout perd. » La nuit passe, l'aube paraît, le soleil se lève. La neige avait blanchi la terre et messire Constant Desgranges, un honnête vavasseur dont la maison touchait à l'étang, se lève et sa joyeuse ménie. Il prend un cor, appelle ses chiens, fait seller un cheval. Des clameurs partent de tous les côtés. Tout se dispose pour la chasse. Renard ne les attend pas. Il reprend lestement le chemin de Maupertuis, laissant sur la brèche le pauvre Isengrin, qui tire de droite et de gauche et déchire sa queue cruellement, sans parvenir à la dégager. Survient un garçon tenant 2 lévriers en laisse. Il aperçoit le loup arrêté par la queue dans la glace et le derrière ensanglanté. « Ohé, ohé, le loup !» Les veneurs, avertis, accourent avec d'autres chiens. Et cependant, Isengrin entend Constant Desgranges donner l'ordre de les délier. Les braconniers obéissent. Leurs brachets s'attachent au loup, qui, la pelisse hérissée, se dispose à faire bonne défense. Il mord les uns, retient les autres à distance. Alors messire Constant descend de cheval, approche l'épée au poing et pense couper Isengrin en 2. Mais le coup porte à faux. Messire Constant, ébranlé lui-même, tombe sur la tête et se relève à grand-peine. Il revient à la charge, vise la tête. Le coup glisse et le glaive descend sur la queue qu'elle emporte tout entière. Isengrin, surmontant une douleur aiguë, fait un effort suprême et s'élance au milieu des chiens qui s'écartent pour lui ouvrir passage et courir aussitôt à sa poursuite. Malgré la meute entière acharnée sur ses traces, il gagne une hauteur d'où il les défie. Brachés et lévriers, tous alors renoncent à leur chasse. Isengrin entre au logis, plaignant la longue et riche queue qu'il s'est vu contraint de laisser en gage et jurant de tirer vengeance de Renard, qu'il commence à soupçonner de lui avoir malicieusement ménagé toutes ces fâcheuses aventures. Le translateur.
À l'imitation d'Isengrin devenu moine et pêcheur d'anguilles, Primo, son digne frère, va devenir prêtre, et Renard lui fera partager l'aventure des marchands de poissons. Une seule légende latine aura sans doute inspiré les deux récits français. Deux compères auront, à l'insu l'un de l'autre, taillé dans le même modèle Isengrin et Primo, comme ils avaient déjà taillé dans un autre Chanteclair et Noiret. L'histoire de l'entrée dans les ordres a même été renouvelée pour la 3e fois, au profit de Thiébert le chat, mais de celle-ci, nous nous enterrons.